Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, je vous emmène dans le Marcanterre, dans la Somme, et on se retrouve après pour cuisiner ensemble. Cette semaine, nous allons rendre visite à Michael dans ses champs de rhubarbe et ses tout nouveaux vergers de kiwi. Nous suivrons ensuite Renette à la pêche au coq et nous irons à la rencontre de Vianney, un cueilleur passionné. Dans Histoire de, place à un produit emblématique et iodé, la salicorne. Enfin, Arnaud nous mènera à la découverte d'une biodiversité souterraine insoupçonnée avant de finir par notre guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, une flamiche picarde. Allez, on commence tout de suite par itinéraire paysan. Sur la façade occidentale de la Picardie, le Marcanterre arbore une plaine alluviale immense longeant l'estuaire de la Somme. Sur le littoral, Renette fait avec ce qu'offre la nature. Cette pêcheuse à pied professionnelle récolte selon les saisons des plantes maritimes comestibles ou des coquillages. Vers l'est, à une quinzaine de kilomètres de la côte, à Vironchot, Michael, lui, a dompté la nature et a opté pour le maraîchage. En une vingtaine d'années, il a réussi à faire pousser ici des dizaines de légumes et de fruits variés. Ce matin, il récolte de la rhubarbe avec Béatrice, sa femme. T'en faut combien? Oh bah 2 caisses. Ça se vend bien, faut en prévoir quand même. C'est un peu moins grosse que d'habitude. On voit qu'il a fait sec. Oui. La rhubarbe, elle se cueille à la main. À la machine, ça n'existe pas à la machine pour l'instant. Et je pense que ça n'existera pas. Enfin bon, avec le progrès, on ne sait pas. Il y a plusieurs variétés de rhubarbe. Il y a de la rouge, il y a de la rouge et verte comme celle-ci. Et après, il y a de la toute verte. Plus c'est vert, plus c'est acide. Bon, après, ça dépend ce qu'on fait avec. Bon, celle-ci, elle passe partout. On peut la faire en confiture, on peut faire des tartes, on peut faire de la compote de rhubarbe. La rhubarbe, on mange que la tige. La feuille, c'est toxique, on ne peut pas la manger. Donc, on coupe la feuille juste au bout et on donne un petit coup de couteau là pour dire que ça soit propre. La rhubarbe, ça se demande de plus en plus. Avant, on avait du mal à vendre tout. Et là, depuis quelques années, on plante tous les ans une variété ou deux en plus et on n'en a pas assez. Victime de son succès, Michael est obligé de s'agrandir chaque année et de planter toujours plus de variétés de légumes et de fruits. Moi, j'aime bien que ça change. Bon, on va cueillir des céleris, on va cueillir des carottes. C'est pas toujours la même chose tous les jours. Moi, je suis passionné. J'ai toujours aimé le jardinage. Même étant jeune, je donnais un coup de main à mon père à faire le jardin. L'entreprise, elle a eu 21 ans au mois de juin. Je suis content de moi d'avoir réussi. Bon, au début, j'ai commencé comme ça un peu à l'aveugle. J'ai commencé avec 1 hectare, mais je ne savais pas du tout où j'allais. Et puis là, maintenant, on est arrivé, on a 19 hectares. Bien sûr, il y a des heures de travail, mais ça, je ne regarde pas. Le lendemain matin, dans la petite ville du Crotoy, à une vingtaine de kilomètres de la ferme de Michael, Béatrice propose à la vente rhubarbe, asperges, fraises et autres fruits et légumes de saison cueillis la veille. Une production très locale qui semble attirer les consommateurs locaux, eux aussi. Alors des petits pois. 2 barquettes de framboises. Oui. Tout ce qu'on a sur l'étal, c'est toute notre production. Donc c'est vrai que les gens qui viennent faire le marché, ils sont curieux de voir sur nos étiquettes de prix où c'est produit. Et quand ils voient Vironchot, ils sont rassurés. Ils savent faire la différence entre primeur et maraîcher. Donc un primeur qui fait l'achat-revente et le maraîcher qui produit et revend. En même temps, ils comprennent très bien qu'actuellement on n'a pas de tomates, qu'au mois de décembre on n'en aura plus non plus. Et c'est justement des gens comme ça qui font attention aux saisonnalités et qui savent qu'on les respecte aussi. Il me faudrait de la rhubarbe. Oui. Vous voulez faire quoi? Une tarte, une compote? Alors une tarte, ce que je vous conseille, c'est de l'éplucher, couper votre rhubarbe en petits morceaux. Et puis après, vous la laissez macérer dans le sucre même une nuit. Il y en a de moins en moins qui produisent, donc c'est très bien de trouver des producteurs locaux qui produisent tout ce qu'ils vendent. Je ferai à manger ce qu'il y a et s'il n'y a pas de tomates ce jour-là, il n'y aura pas de tomates. C'est la loi de ce qui peut être produit. Si ce n'est pas la saison, c'est pas la saison, c'est tout. Les habitués commencent à connaître vraiment les saisonnalités.
Après, il y a des gens qui commencent à venir sur les marchés parce que, on ne va pas dire que c'est devenu une mode, mais pour les générations actuelles, c'est une façon de consommer qui leur est chère. On les éduque, on leur apprend que certains légumes ont une saisonnalité, que dans notre région, ça va mûrir moins vite que dans le sud, etc. Ça leur fait plaisir en même temps parce qu'ils apprennent des choses et puis pour eux, ça devient logique. La ville du Crotoy n'est pas connue que pour son marché. En face, dans la baie, la pêche à la coque vient juste de commencer. Et chaque jour, à marée basse, une imposante flotte de tracteurs et de vélos sillonne la plage. Ce matin, comme les 300 autres pêcheurs professionnels de la baie de Somme, Rainette se rend sur le banc de sable pour y extraire ce coquillage bivalve. Alors c'est une tradition particulière, la pêche au coq en baie de Somme, parce que c'est un produit qui est très prisé, disons. Et c'est vrai, quand on voit les pêcheurs descendre avec leur matériel, on n'a pas l'impression qu'ils vont travailler. Mais si, ça fait partie du rythme, avoir son matériel, c'est-à-dire son vélo sans selle, sans pédale, et puis son râteau, sa veinette et son seau. La veinette et le râteau, on récupère les coques, on les secoue, et le vélo, il sert à transporter les sacs une fois qu'on a fini la pêche. Là, on démarre la pêche au coq sur le Crotoy. Il y a du produit, il y a du monde, et en plus, il fait beau. Et comme on est en début de campagne, tout le monde est là. Et ce n'est pas la première campagne de pêche de Rainette. Elle pratique cela depuis sa plus tendre enfance et à quelques années de la retraite, ne se verrait pas faire autre chose. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui faisaient la pêche à pied, et donc comme je n'étais pas, disons, une enfant très sage, ma mère me faisait suivre avec elle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, donc je m'y suis mise de bonne heure. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon métier parce que j'appréciais tout ce qui se faisait, que ce soit cette liberté, parce qu'on a quand même une grande liberté dans la baie. Le fait de côtoyer la nature au quotidien, ça c'est magique. Notre activité doit s'adapter aux ressources qui sont présentes. Chaque année, ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc forcément, il peut y avoir une année où une espèce est plus poussée, donc on va privilégier cette espèce à exploiter et on va laisser reposer les autres. Il ne faut pas focaliser que sur un produit. C'est un peu le charme de cette activité. On ne sait jamais vraiment en début d'année sur quel produit on va se fixer le plus. Plantes maritimes, vers, moules, coques, Rainette doit être polyvalente et s'adapter en permanence. Cette année, le gisement de coques semble être très fourni et les quotas quotidiens ont été fixés à 120 kg par personne et par jour, soit 4 sacs. Regardez là, un exemple concret. Quand je ressors des coques, vous voyez, il y en a de plusieurs tailles. On voit bien la différence. Là, il y a de la coque. On peut dire qu'il y a de la coque au mètre carré. Il y a quand même une densité de coque très très importante. De variations de taille aussi différentes, mais il y a de la coque. Il y a des années où vous avez une coque taille marchande au mètre carré, et encore, il y a encore pire. Ça peut être 4-5 mètres carrés, hein. Faut pas croire. Il n'y a pas toujours la même reproduction. C'est pas quelque chose qu'on peut dire tous les ans on va gagner tant. C'est pas vrai. C'est la nature et c'est elle qui gère. Tant mieux. Avec ses 120 kg de coques chargées sur son vélo, Rainette ne traîne pas et rejoint rapidement son tracteur. Direction le marailleur qui attend sur le parking pour charger la marchandise et l'expédier au plus vite vers les conserveries espagnoles qui achètent tout le stock, les Français étant peu friands de ce coquillage. Bonjour Gaëtan. Bonjour Rainette, content de te voir, ça me fait plaisir. Ah bah c'est comme tous les jours. C'est toujours un plaisir de te voir. Et t'as récolté combien à peu près? 5000, comme d'habitude, Ok. à peu près. Une quarantaine de pêcheurs, quoi. D'accord. Entre 40 Toujours et la 50 même pêcheurs. C'est toujours les mêmes équipes, hein. Depuis longtemps, c'est toujours les mêmes équipes qui sont là. Ok. C'est vrai, hein. Ouais. On vieillit tous, mais on est toujours là, hein, c'est ça? Les coques s'en vont sur le marché espagnol et elles sont cuites et mises en conserve. Alors c'est ou en boîte ou sous sachet, sous vide. Et elles sont consommées énormément là-bas. Ils sont très friands de tout ça. C'est pas facile à comprendre pour les gens qui viennent ici. C'est sûr qu'ils n'en trouvent pas aux étalages. Et à la grande surprise générale, une baie qui a autant de coques n'en a pas à disposition pour les visiteurs. C'est vrai que c'est dommage.
Bon, vas-y, honneur aux femmes, fais attention, hein, parce que c'est Ouais. une échelle. C'est une échelle qui marche. C'est peut-être parce que t'es pas sûr qu'elle tienne bien, c'est pour ça que tu dis C'est honneur aux pas- femmes. Tandis que la coque finit sa vie en Espagne, à Vironchaud, Michael tente de faire pousser en terre picarde des fruits et légumes d'ailleurs. Sa dernière tentative, le kiwi. En ce moment, il supprime les trop nombreux boutons floraux pour obtenir des fruits à la bonne taille commerciale. J'ai planté ça il y a 5 ans. On est allé visiter du côté de Toulouse, entre Castel-Sarrazin et Toulouse, plusieurs producteurs de kiwis. Ils nous ont pris pour des fous, les gens du Nord qui allaient faire des kiwis. Et finalement, je trouve que c'est pas mal réussi parce que les fruits sont là. Donc pour nous, les kiwis, bon, c'est un essai, c'est sûr. Mais c'est surtout pour l'hiver, comme on n'a pas beaucoup de fruits, on a juste des pommes, poires. Donc l'hiver, pour la vente, on aura le kiwi en plus en fruits. Bah, moi, je suis assez curieux de voir comment se comporte un fruit ou un légume. Donc tous les ans, j'essaye une nouvelle variété de légumes ou un fruit. On a des abricots. Bon, on ne réussit pas tous les ans, mais on est content. Même si j'en cueille 5 par an, je suis content parce que c'est les miens et ils sont très bons en plus. Et c'est pareil, en légumes, on essaye tous les ans une nouvelle variété. Là, cette année, c'était des cacahuètes. On ne gagne pas de l'argent chaque fois, mais c'est le plaisir de voir pousser la plante et de dire, tiens, bah, même si j'en ai 1 kilo, de les goûter et d'être content de son produit. La curiosité, c'est ce qui anime également Rainette, qui en plus des coques, récolte fréquemment des plantes maritimes pour ses clients. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec Vianney, un cueilleur amateur qui se nourrit d'herbes glanées dans la baie pour échanger sur leurs connaissances. Donc cette petite zone-là est pas trop mal pour ça. Non, non, tout à fait. Je viens rarement par là. Je viens jamais faire de cueillette ici, moi. Tu vois, je te dis, c'est surtout face au Cap Ornu. Hein, on traverse en bateau et face au Cap Ornu, il y a des belles cueillettes à faire. Mais c'est vrai que pour un professionnel, ici, il n'y en a pas assez, si tu veux. Bah oui, pour les amateurs, c'est la zone la plus féconde que je connaisse. Oui, d'accord. Et l'Aubione, il n'y en a pas tellement ici. Par contre, tu as des zones de l'autre côté, c'est recouvert d'Aubione. Hein. Ah c'est oui. des boules d'Aubione, ouais. Et tu vois, en fait, cette plante-là, l'Aubione, eh bien, c'est la même famille que le quinoa. Ah bon Mm. Non, je savais pas. Et tu les utilises comment, toi? Alors, généralement, je les consomme crus. Je connais le principe de la chips de mer, mais je trouve que ça concentre trop le goût à mon goût. Ah. Et du coup, je l'apprécie moins. On reste aussi sur ce qu'on connaît. Et on a du mal à avoir un éventail plus grand. Bah, comme je te le disais, moi j'ai mis beaucoup de temps pour devenir Ouais. vraiment cueilleur et apprécier les trucs parce que j'avais peur au départ. Il y a un trop grand écart culturel. Intarissables sur le sujet, Vianney et Rainette passent d'astuce en astuce et de plante en plante. Astère, salicorne, soude, aubione, arroche, tout y passe. Il faut dire que le Marcanterre constitue un réservoir particulièrement unique en son genre. Sur les plantes que l'on peut trouver sur la baie, que l'on peut consommer, il y en a voilà, une douzaine. On est sûr et certain de pouvoir les reconnaître très facilement et pouvoir les consommer. Et c'est quand même intéressant de savoir que la baie de Somme, c'est la zone en Europe où cet ensemble de variétés pousse le plus. Donc il y a tout à fait un territoire de cueillette intéressant pour le glaneur amateur, tout en ayant quand même un souci de préservation des territoires. Il s'agit toujours de prendre un petit peu sur une portion de la plante et répartir au mieux sa cueillette. Une bonne cueillette sauvage, c'est une cueillette qui ne se voit pas. La magie de cette rencontre, c'est que moi, je vais découvrir le produit qui me sert, moi, à vivre, puisque c'est une cueillette qui est faite dans un but lucratif, hein, puisque j'en vis. Je découvre quelqu'un qui est potentiellement pas un professionnel, mais qui en connaît beaucoup plus, parce qu'il a approfondi la question. Moi, je travaille un produit simplement, sachant comment me nourrir avec, le déguster, mais je n'en connais pas les propriétés. Et ça, c'est la magie de notre échange, là. Oui, ça en fait partie, ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que toi, tu agis professionnellement, en fait, avec ça. Moi, j'y agis, en fait, de manière, en fait, à... Toi, tu vends du produit, et moi, ce que je vends, c'est le savoir lié, en fait, à ce produit-là. J'espère que je vais en retenir au moins la moitié. Mais c'est vrai que c'est un partage agréable. Jamais j'aurais pu penser que quelqu'un qui faisait de la cueillette, tout simplement, pourrait m'enrichir sur des plantes que moi, je cueille au quotidien. C'est vraiment une rencontre magique. Magique, comme ce territoire du Marcanterre, où entre mer et terre, Rainette, Vianney, Michael et Béatrice s'efforcent chaque jour d'allier agriculture, cueillette et respect du milieu afin que perdure le plus longtemps possible le charme si particulier de ce terroir. Découvrons maintenant un autre emblème du Marcanterre, la salicorne.
curieuse petite plante verte, la salicorne est connue depuis la nuit des temps. On l'utilisait autrefois pour fabriquer du savon ou du verre. René Viau a le premier l'idée de la mettre en conserve en 1848. Si on la trouve partout le long du littoral, la baie de Somme couvre 90% de la production française de salicorne avec 400 à 500 tonnes par an. Et elle est fêtée tous les étés au Crotoy. De la fin mai jusqu'à la fin de l'été, les pêcheurs à pied affluent pour la ramasser. Mais la cueillette de la salicorne, espèce végétale protégée, est strictement réglementée. On ne coupe jamais la souche entière, mais uniquement les ramures choisies pour assurer sa repousse et sa pérennité. Totalement naturelle, cette petite tige cache de nombreuses vertus. Elle concentre à elle seule un nombre impressionnant de sels minéraux, est riche en phosphore, calcium et vitamines A, C et D. À table, elle se consomme chaude comme un haricot vert ou confite dans du vinaigre et on évite de la saler car elle est naturellement iodée. Notre alimentation commence dans une nature parfois invisible. Dans l'écologie en action, on se concentre cette semaine sur la vie souterraine des bancs de sable et des présalés. La Picardie n'est pas qu'une région de plaine. Elle compte en son sein de nombreuses variations de panorama. Dans cette petite portion de côte nommée Marcanterre, qui jouxte la Manche, les couleurs changent au gré des marées. Ces paysages variés font le bonheur des visiteurs qui peuvent trouver ici des étendues d'eau saumâtre, des bancs de sable et des présalés. Mais au cœur de ce terroir s'étend surtout une formidable réserve biologique et écologique, abritant des centaines d'espèces d'oiseaux différentes et réputée pour cette incroyable diversité ornithologique. Arnaud Languignon, guide nature au Crotoy, réalise des promenades dans la baie pour éduquer les visiteurs à la richesse de ce patrimoine et les sensibiliser à la fragilité de cet écosystème. Et là, on va avoir 72 km² d'un estuaire qui va constituer à l'endroit final d'un cours d'eau, là où il va rencontrer la mer. Donc ça veut dire aussi qu'on va avoir deux types de paysages. Vous avez cette partie marron là en continuité du Crotoy, c'est ce qu'on va appeler la slick. Et c'est cette zone sablo-vaseuse qui sera immergée par la mer tous les jours. Peu importe son coefficient de marée et sa hauteur d'eau, c'est sous l'eau. Par opposition, on a cette partie verte que l'on voit tout de suite plus haute, donc que l'on va appeler le shore, qu'on appelle plus communément des présalés. Donc c'est une zone qui est le témoin visuel de l'ensablement. Premier objectif, aller à la rencontre de la vie souterraine qui demeure bien invisible pour le promeneur non aguerri. Grâce aux marques laissées sur le sable, Arnaud montre aux visiteurs que le sol regorge de coquillages et de vers. Toute la vie qu'on découvre là, elle est liée à ce mélange alluvion-sable. C'est ce qui retient les déplacements de mon sol. Et par exemple, ce ver de sable va derrière attirer d'autres animaux. C'est la chaîne alimentaire. Parmi les gros rôles écologiques de l'estuaire, c'est l'accueil de nurseries à poissons, notamment de poissons plats comme le carlet, parmi les plus communs, qui vont venir passer toute leur adolescence ici et s'enrichir en protéines avec ce néréis. Ça va amener aussi en baie de Somme, alors de façon un petit peu différente, des oiseaux migrateurs. La baie de Somme, en termes ornithologiques, c'est l'aire de repos et la station-service sur l'autoroute entre l'Europe du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et ce petit ver de sable-là va leur permettre, donc pour ces petits limicoles comme la barge, le chevalier, le courlis, c'est de la protéine qu'ils vont accumuler sous format de graisse. Et cette graisse qu'ils auront accumulé lors de leur escale, ça sera leur carburant qu'ils vont brûler au fur et à mesure. Ensuite, on a ce petit coquillage. Donc on a affaire à un mollusque bivalve fouisseur. Donc lui, vous avez vu, je l'ai trouvé à peu près à une dizaine de centimètres du sous-sol et lui ne bouge pas de là. Chaque jour, ce coquillage-là va filtrer autour de 30 litres d'eau par jour. Les scientifiques anglais ont travaillé sur les populations de coquillages qui vivent dans les estuaires et ils estiment que 1000 hectares d'estuaires, avec les centaines de milliers de coquillages qu'on y retrouve, ça nettoie les rejets en nitrates et phosphates des humains d'environ 100 000 personnes par an. Donc on a aussi affaire à un rôle important en termes de dépollueur de la nature. La chaîne alimentaire est une pyramide, là on la constate vraiment ici. On enlève un élément d'une pyramide, c'est clair, elle s'écroule. On va en Égypte, si on imagine qu'on enlève une strate de la pyramide, il n'y a plus de pyramide. Et c'est exactement ce qu'on conçoit ici parce que chaque élément est important pour la vie de l'autre élément. À l'arrivée sur les présalés, Arnaud en profite pour attirer l'attention sur la fragilité des écosystèmes et sur les menaces qui pèsent sur cet estuaire dont la principale est l'ensablement.
L'accélération de l'ensablement qui se traduit visuellement donc, par le développement des présalés. Et cette accélération, elle est liée par exemple aussi à cette petite plante que vous voyez là, dont l'impact est flagrant. Si vous regardez bien autour de la plante, on voit une butte de sable qui se forme. En fait. Donc cette plante s'appelle une spartine et sa faculté, c'est que tout le réseau aérien retient le sable. L'ensablement de la baie de Somme et de tous les estuaires, c'est normal. La vraie problématique actuelle est la vitesse d'exécution de ce phénomène. Cette accélération, elle va engendrer un bouleversement de la vie locale et humaine et surtout écologique. L'ensablement, il a toujours été connu. Alors, une époque, il était plutôt favorable parce qu'il permettait justement à l'homme de gagner du terrain sur la mer. Aujourd'hui, il est plutôt défavorable parce qu'il a tendance à ensabler l'économie locale en même temps. En fait. Quelle sera notre vision dans un siècle ou deux? On aura certainement encore changé d'avis. Peut-être que dans 300 ou 400 ans, quelqu'un sera à ma place en disant que l'ensablement de la baie de Somme était une excellente chose en termes écologiques et qu'on a dorénavant des milieux qui sont accueillants, mais pour d'autres espèces que celles que l'on évoque aujourd'hui. En informant et sensibilisant les visiteurs, Arnaud prépare les esprits à ce bouleversement écologique et les invite aussi à faire confiance à la nature, à croire en la capacité qu'aura cet estuaire à se réinventer. Et maintenant, dans notre guide hédoniste, on vous donne quelques suggestions pour visiter le terroir. Entre marais, dunes et forêts, le parc du Marcanterre est un joyau de diversité de paysages. Situé dans la réserve naturelle de la baie de Somme et lieu de prédilection de milliers d'oiseaux migrateurs, il abrite bon nombre d'espèces. Doté de plusieurs postes d'observation, il ravira les ornithologues en herbe. 3 parcours vous sont proposés et des guides naturalistes sont présents pour répondre à vos questions. À Noyelles-sur-Mer, la ferme des Présalés propose les fruits et légumes de son exploitation. Vous pouvez même participer à la cueillette des fraises, puis repartir avec, bien sûr. Rendez ensuite visite aux vaches charolaises de la ferme et admirez les veaux de septembre à décembre. Terminez par un petit tour dans la boutique pour faire le plein de produits du terroir, toujours locaux et de saison. À Saint-Quentin-en-Tourmont, partez à la découverte du cheval Henson et de la baie de Somme. Cavalier expérimenté ou non, à cheval, en attelage ou à pied, l'espace équestre Henson Marcanterre vous accueille dans son domaine de 1000 hectares pour des promenades et randonnées en pleine nature. Bivouac ou galop sur les plages de la baie, il y en a pour tous les goûts. À Quin, entre les dunes et la mer, larguez les amarres et partez à la découverte du littoral en char à voile. La base nautique Ozone propose différentes formules accessibles à tous. Initiation ou week-end multi-activités, de quoi découvrir la région en toute originalité. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je cuisine pour vous une flamiche picarde. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour la pâte, 250 g de farine, une pincée de sel fin, 125 g de beurre en pommade, 3 œufs. Pour la garniture, 1,2 kg de poireaux, un oignon, une gousse d'ail, 50 g de beurre, 50 g de crème fraîche épaisse, 3 œufs, poivre et massis râpé. Pétrir la farine, le sel et le beurre pommade coupé en dés. Ajoutez ensuite 2 œufs entiers. Dans les pâtes sucrées ou salées, on rajoute toujours une pointe de sel fin. Travaillez pour obtenir une pâte, puis la fraisez avec la paume de la main. Filmez et laissez reposer au frais. Coupez le verre des poireaux et les racines. Enlevez la première feuille et coupez le poireau en 4 dans le sens de la longueur. Afin de vous faciliter la coupe lorsque vous allez émincer votre poireau, surtout soyez prévoyant et gardez 3-4 mm côté racines que vous ne coupez pas. Après les avoir bien lavés et égouttés, émincez les poireaux. Épluchez et émincez l'oignon. Épluchez l'ail, le dégermer, c'est-à-dire couper en 2, puis enlever le germe du milieu. Écrasez et hachez l'ail. Dans une sauteuse, faire fondre 50 g de beurre, ajouter l'oignon émincé, le poireau coupé et l'ail haché. Laissez cuire une vingtaine de minutes tout en remuant à l'aide d'une spatule. Assaisonnez de sel fin, de poivre et d'une pointe de massis râpé. Laissez refroidir, ajoutez la crème fraîche,
remuez, puis ajoutez 3 jaunes d'œufs. Coupez la pâte en 2 parties, 2 tiers, 1 tiers. Farinez le plan de travail et étalez la plus grosse partie à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Enroulez délicatement avec le rouleau, puis la déposez sur le moule à tarte. Foncez la pâte en laissant un surplus de 1 à 2 cm. Mettez la fondue de poireaux dedans. Étalez le reste de la pâte, la déposez par-dessus les poireaux et refermez délicatement. Dorez la pâte avec le dernier jaune d'œuf à l'aide d'un pinceau. Faire une cheminée en creusant un trou au centre de la pâte et en mettant un morceau d'aluminium roulé. Tracez enfin délicatement quelques lignes avec le couteau. Il est préférable de faire à chaque fois une cheminée dans des terrines, dans des pâtés, dans des croustades, afin que la vapeur s'échappe et que votre pâte reste bien croustillante. Enfournez la flamiche dans un four préchauffé à 200 degrés et laissez cuire pendant 25 à 30 minutes. Découpez la flamiche et servir seule ou accompagnée d'une salade de jeunes pousses par exemple. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.